le sujet perd la voix et étouffe. L'écume lui sort de la bouche, il grince des dents, les mains se tordent, les yeux divergent, toute connaissance est perdue, quelquefois même il y a sorti des excréments. Si le flux prend sa marche vers le cœur, il survient des palpitations, de la dyspnée, la poitrine s'altère, quelques-uns même deviennent bossus. Le tableau des symptômes que je viens de vous lire est un extrait d'un traité médical qui s'appelle « De la maladie sacrée ». Il est attribué au médecin Hippocrate. À l'époque, on a une croyance populaire en la cause divine des maladies, mais le médecin Hippocrate, lui, va proposer un autre ordre causal des maladies et une réponse qui sera différente. Alors, la question se pose, le médecin hippocratique incarne-t-il la lumière du rationalisme moderne dans un monde obscurantiste antique ? Cet obscurantisme, ce serait celui des prêtres qui officient dans les temples. Voyageurs de passage, fraternité, amis, je vous propose un voyage, je vous propose de mettre au jour une polémique, pas si ancienne que cela, qui opposerait d'un côté la médecine expérimentale et de l'autre la médecine des temples, pour ne pas dire celle des charlatans. Si jamais l'exposé vous a plu, eh bien, je vous recommande de me partager parce que votre partage sera mon salaire. Faisons un point pour mieux rentrer dans la pensée grecque. Lorsque vous visitez une bibliothèque et que vous cherchez à Hippocrate, vous tombez sur toute une collection de traités. Hippocrate a-t-il écrit tout cela ? Certes non. En fait, un grand nombre de médecins qui se réclament de l'école d'Hippocrate, ou tout du moins de l'enseignement d'Hippocrate, ont écrit ces traités. Ces médecins ont des points de vue différents, mais il persiste tout de même une identité propre à ces traités, une pensée commune, si vous préférez. C'est pour cela qu'habituellement on parle de médecine hippocratique ou d'auteur de la collection hippocratique. Je ferme la parenthèse. Certains d'entre vous ont reconnu dans la description de la maladie sacrée que je vous ai donnée la crise d'épilepsie. Et déjà, dans le traité de la maladie sacrée, le mot d'épilepsie est utilisé. En fait, il vient du grec. Ce mot vient d'un verbe, le verbe lambano, qui signifie prendre ou recevoir. Et lorsque ce verbe grec a un préfixe, épilambano, là il signifie carrément se saisir de quelque chose, voire le comprimer. Dans le vocabulaire juridique, on trouve un adjectif, épileptos. Cela signifie lorsque quelqu'un est épileptos qu'il a été pris sur le fait, ou alors qu'il est susceptible d'être pris sur le fait tellement son brigandage est important. Cela signifie qu'il est blâmable. Dans cette continuité, le nom épilepsis a le sens de saisie des biens, toujours dans le contexte juridique. Mais maintenant, dans le contexte médical, qu'est-ce que la crise d'épilepsie ? Eh bien, la crise d'épilepsie survient lorsque le corps de la personne est saisi par une puissance supérieure dite démoniaque. Alors, n'allons pas trop vite, le mot daimon en grec désigne simplement une puissance surnaturelle. Il faut attendre le christianisme pour que daimon ait un sens maléfique. Qu'est-ce que tout cela implique dans le quotidien du grec ? Eh bien, pour qui n'a pas étudié à l'école d'Hippocrate, le diagnostic se fait par la lecture de signes surnaturels. Dans le traité que je vous ai cité, vous avez une liste de ces signes, c'est assez amusant à lire d'ailleurs. Le patient pousse des cris de chèvre, pousse des cris de cheval, que sais-je encore, et selon le cri de l'animal qui est poussé, eh bien, le soignant arrive à rattacher la cause de la maladie à une divinité. Et puisque la divinité est la cause de la maladie, eh bien cela signifie qu'elle est aussi responsable de la guérison. C'est le cas par exemple dans l'Iliade. L'Iliade, c'est vraiment, on retrouve tout dans l'Iliade. Au début de l'Iliade, une peste décime les Grecs qui veulent aller attaquer Troie. Et cette peste est due à la colère du dieu Apollon, qui tire des flèches sur les hommes, ce qui les fait mourir. Alors le guerrier Achille pense à la meilleure des solutions à son époque, demander à un interprète des rêves pourquoi le dieu
est en colère. Le soignant de notre épileptique, ce qu'il va faire, plus simplement, c'est qu'il va changer le bol alimentaire de la personne, qu'il va lui préconiser un changement de comportement. Par exemple, ne pas mettre un manteau noir, un vêtement noir, parce que le noir est néfaste. Là où ça devient intéressant, c'est que la liste des interdits qui sont donnés correspond à la pensée qu'ont les sectes orphiques, c'est-à-dire les gens qui suivent le héros Orphée, ou encore les sectes pythagoriciennes, celles qui suivent l'enseignement de Pythagore. Dit autrement, ce sont des changements de comportement qui sont associés d'abord à des croyances. Quel est donc l'avis de notre auteur? Eh bien, c'est précisément ce que l'auteur va attaquer en premier. Pour lui, la responsabilité du soignant est reportée. Je cite, « Ces observances, donc les soignants, les imposent en vue du caractère divin du mal, se donnant l'air d'en savoir plus que les autres et alléguant diverses causes, afin que, si le malade guérit, la gloire en revienne à leur habileté et que, s'ils meurent, ils aient des apologies, des discours de défense, toutes prêtes, et puissent détourner d'eux la responsabilité du malheur et la jeter sur les dieux. » Pour faire simple, si le soignant est guéri, c'est grâce à moi, et si la divinité l'emporte, c'est à cause de la divinité, je suis toujours gagnant. Le médecin hippocratique fait donc face à un sophiste, pas à un coreligionnaire. Un sophiste, dans l'Antiquité grecque, c'est quelqu'un qui fait profession d'accuser les autres. Plus généralement, c'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce à une rhétorique creuse, en persuadant qui il veut de ce qu'il veut. Notre médecin hippocratique va plus loin dans ses accusations. Il considère que l'origine divine de l'épilepsie est une pure invention. Je cite, « Ceux qui, les premiers, ont sanctifié cette maladie furent à mon avis ce que sont aujourd'hui les mages, les purgateurs, les charlatans, les imposteurs, tous gens qui prennent des semblants de piété et de science supérieure, jetant donc la divinité comme un manteau et un prétexte qui abritassent leur impuissance à procurer chose qui fût utile, ces gens, afin que leur ignorance ne devint pas manifeste, prétendirent que cette maladie était sacrée. » On a ici une accusation de machination, ni plus ni moins. Tout ça, ça n'est que de l'invention. Parmi les mots que notre médecin utilise pour accuser ces pseudo-soignants, mages, purgateurs, charlatans, imposteurs, il y a, ce qu'on a traduit par imposteur, aladzone. Un aladzone, dans la Grèce antique, en fait, c'est un personnage de la comédie, un personnage du théâtre, qui fait semblant de ne pas bien comprendre les choses, mais qui en fait est plus malin que ça. Si vous ouvrez du Platon, vous verrez un Socrate se comporter ainsi, parfois. Il fait comme les aladzones. Cette accusation de machination à l'encontre des devins est courante à cette époque, à tel point qu'elle est représentée sur la scène du théâtre. Par exemple, Sophocle a écrit une pièce qui s'appelle « Édipe roi ». Édipe, roi de Thèbes, se retrouve dans une situation difficile, puisque la cité souffre d'une grande épidémie. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convoquer Tirésias, le devin. À ce moment-là, Édipe ne sait pas qu'il a tué son père, il ne sait pas qu'il a épousé sa mère. Et Tirésias, lorsqu'il arrive, craint de lui annoncer la vérité. Évidemment, tout ça va très mal se passer entre les deux hommes. Édipe roi va accuser Tirésias de machination. Il va estimer que le devin suit l'appât du gain, qu'il ne maîtrise pas son art, qu'il ne fait que rechercher la gloire, etc. Le théâtre, c'est un lieu de culture populaire. Et au théâtre, Tirésias, le devin, a raison. Là est toute la différence avec notre médecin hippocratique. Que fait ce dernier dans sa rhétorique, dans sa contre-argumentation qu'il est contraint de faire? Parce que ce n'est pas son art que de maîtriser la rhétorique, il n'a pas que ça à faire. Que fait-il? Il prend un autre topos de l'époque. Il prend un autre sujet commun de la littérature, celui de l'invention. Les Grecs aimaient bien rechercher l'inventeur des objets qu'ils avaient autour d'eux, et souvent les poètes trouvaient des inventeurs divins. C'est quelque chose qui était apprécié. On aimait à établir des généalogies de l'invention à cette époque-là.
Et ce que va faire l'auteur de notre traité, c'est qu'il va prendre cette idée de l'invention et qu'il va la retourner. Il va dire que ces charlatans ont inventé l'origine divine. Ils se comportent comme des devins, mais en vérité comme des devins qui inventent absolument tout ce qu'ils disent. Ce qui est accusé ici, c'est l'imagination des sophistes. On a alors envie de demander à notre auteur, mais toi, qu'en dis-tu exactement de la crise d'épilepsie? Et il va commencer par nous parler des déclencheurs de la crise. L'idée, c'est que la crise d'épilepsie se déclenche quand le patient est soumis à des changements atmosphériques, particulièrement à cause de deux vents, le notos et le boré, un vent du sud et un vent du nord. Ce qui était logique à l'époque des Grecs ne l'est plus trop aujourd'hui, vous aurez remarqué. Mais essayons de comprendre où veut en venir notre auteur. En fait, il parle de quelque chose qui est évident pour lui, et ce quelque chose, c'est la théorie des climats. L'idée, c'est que votre état physique et psychologique dépend de variations atmosphériques. Selon que vous viviez dans un pays chaud, un pays froid, un pays très venteux, eh bien vous aurez tel ou tel caractère, telle ou telle force ou faiblesse en votre corps. Il faut ajouter à cela la théorie des humeurs. Dans la théorie des humeurs, on pense que des humeurs, des fluides, circulent dans le corps de la personne, et que si jamais ces fluides circulent mal, en trop grande, en trop petite quantité, qu'ils vont au mauvais endroit, eh bien, l'harmonie du corps va être brisée. Cette théorie des humeurs a demeuré fort longtemps. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, on parle par exemple du flegme. Et celui qui a trop de flegme en lui, le flegme c'était une humeur, eh bien, est appelé phlegmatique. Celui qui a trop de bile en lui, qui a une mauvaise circulation de la bile, est colérique, on dit qu'il est atrabilaire, etc. Et donc, pour notre auteur, la qualité de l'air a un impact sur le corps, sur les humeurs, ce qui va provoquer la crise d'épilepsie. À ce moment-là, on a envie de se dire, mais en fait, notre auteur a beau jeu d'accuser les prêtres des temples, il est aussi rationnel qu'eux. Eh bien, il y a quand même une particularité dans le traité de la maladie sacrée. L'auteur donne une grande importance à l'encéphalos, c'est-à-dire le contenu de la boîte crânienne, le cerveau pour aller très vite. C'est chez lui l'organe le plus important, c'est de là que viennent les émotions, c'est de là que viennent les sensations, le fait de voir, d'entendre, c'est de là même que vient la pensée. Il fait du cerveau un interprète de l'intelligence. Le cerveau fait de l'herméneutique chez notre auteur. Ça peut paraître évident que le cerveau a un rôle fondamental dans l'émotion, la sensation, la réflexion, etc. À l'époque, ça ne l'était pas. C'est un point de vue qui est très singulier et qu'on retrouve ici. Quel impact est-ce que ça a dans l'explication de la crise de l'épilepsie? Eh bien, ça signifie que la crise d'épilepsie a pour cause une dérégulation au niveau du cerveau. Et ce dérèglement vient de la gestation. Notre médecin pense que le fœtus, à un moment donné de son développement, a une grande quantité d'humeur, de fluide dans le cerveau, et qu'une espèce de purge tout à fait naturelle, tout à fait attendue, doit se dérouler et provoquer un écoulement des liquides vers d'autres parties du corps. Le problème, c'est que chez certaines personnes, cela se passe mal, et que l'excès de fluide arriverait du côté des poumons, du côté du cœur, ce qui provoquerait tous ces troubles. Bon, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? On peut retirer que l'épileptique souffre d'un déséquilibre local, qui est lié à une mauvaise activité. Cela n'est pas dû à une puissance supérieure. Et notre auteur d'enfoncer le clou en disant que l'encéphale n'a point de cavité où il puisse recevoir le bien ou le mal qui survient, mais il est troublé par l'une et l'autre de ses passions à cause de la faiblesse de sa nature. Et j'ai envie de prendre cette idée au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, dans l'encéphale, il n'y a pas de place libre pour recevoir un envahissement démoniaque qui provoquerait du bien ou du mal. Et au sens figuré,
L'empirisme, la méthode empirique du médecin hippocratique, celle de l'expérience avant tout, n'a pas besoin de théories farfelues supplémentaires, il n'y a pas la place pour cela. Il y a pourtant quelque chose de perturbant dans le rapport qu'a notre médecin avec ses adversaires. Il emploie, si on lit le texte en grec, un vocabulaire analogue. Il va parler de purge, il va parler de changement de régime, il va parler d'une certaine folie. En fait, si ces termes sont les mêmes, le dictionnaire ne fait pas tout. Ce qui ennuie notre auteur, c'est le type de purgation, le moment des purgations, les types de changements dans le bol alimentaire. Pourquoi est-ce qu'on les fait et est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? En fait, le médecin a à l'esprit la techné. La techné, c'est un mot grec que les Romains ont traduit en latin par le mot ars, c'est la discipline. Et la discipline est ce qui intéresse le médecin hippocratique parce qu'il a une approche empirique des choses. Il fait des expériences, il déduit de ces expériences ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le médecin hippocratique ne rentre pas dans les débats pseudo-métaphysiques sur les dieux. Un exemple, en cas de guérison effectuée contre toute attente, en cas de guérison miraculeuse, eh bien, le médecin ne rechigne pas à décrire ce qu'il s'est passé. Et il ne va pas compléter sa description en prévoyant l'argumentaire de ses adversaires, en écrivant qu'on ne me dise pas que telle ou telle divinité, comme Asclépios, a visité le malade en rêve ou je ne sais quoi. Il ne parle pas de cela. Il ne fait pas d'attaque préventive, si je puis m'exprimer ainsi, contre l'obscurantisme des temples. En fait, quand il y a rejet, c'est d'abord le rejet d'un traitement qui ne va pas dans le sens du patient. C'est cela qu'il faut comprendre. Notre auteur, qui a écrit de la maladie sacrée, décide, de son propre chef, d'accuser la bêtise crasse de ses adversaires, mais c'est son point de vue. Il va même beaucoup plus loin, voilà ce qu'il dit de ses adversaires, de leurs discours. Dans leur opinion, de tels discours vont à la piété, mais dans la mienne, ils vont bien plutôt à l'impiété, et nient l'existence des dieux, ce qui, d'après ces gens, est religieux et divin est, comme je vais le faire voir, irréligieux et impie. Notre auteur est-il donc une espèce de défenseur des cultes ? Alors, c'est pas tout à fait cela. En fait, il se place simplement dans la perspective de ses adversaires. Il se place selon leur schéma de pensée pour prouver que ce schéma est faux. Quel est le point de vue exact du médecin alors sur le surnaturel ? Il nous dit « Il ne faut pas croire que la maladie est plus divine que les autres », on parle de la maladie sacrée, car toutes sont divines et toutes sont humaines, et chaque maladie a sa cause naturelle et sa propriété particulière. Toutes les maladies seraient donc divines et humaines à la fois, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Divisons les choses en deux. D'abord, le caractère divin. En fait, notre médecin, comme de nombreux philosophes de son époque, a une vision cosmologique de la nature. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand j'ouvre un dictionnaire français-grec que je cherche ciel, je tombe sur le mot Ouranos. Et si je connais un peu ma mythologie, je me dis tiens, c'est intéressant parce que je pensais qu'Ouranos, c'était le nom d'une divinité. En fait, cette séparation entre divinité et élément de la nature, c'est nous qui la faisons, pas les Grecs. Quand le Grec regarde au-dessus de lui, il voit Ouranos, il voit le dieu Ouranos. Quand il marche sur Gaïa, Gaïa, déesse de la terre. Cette vision cosmologique exclut ce qu'on appelle l'anthropomorphisme des dieux. Le mot anthropomorphisme vient du grec anthropos, qui veut dire l'homme, et morphisme de morphée, la forme. Autrement dit, les statues que vous voyez au Louvre, eh ben c'est pas possible pour ces personnes-là. La maladie a donc un caractère divin, en cela qu'elle a une cause naturelle, puisque les dieux sont la nature. Et concernant le caractère humain, elle vient de l'expérience du médecin. En fait, la maladie est ramenée à l'expérience de l'homme, ce qui ne s'oppose pas de manière évidente au surnaturel. Où tracer la ligne
entre la médecine hippocratique et la médecine religieuse. Le vrai problème, ce ne sont pas les prêtres du temple d'Asclépios qui invitent les gens à venir s'allonger dans le sanctuaire, à dormir, à se faire visiter par la divinité et guérir miraculeusement, dirions-nous aujourd'hui, à l'époque chrétienne. En fait, le problème du médecin, c'est le charlatan. Qui est exactement le charlatan? C'est un adepte de la rhétorique. C'est quelqu'un qui est un beau parleur. C'est quelqu'un qui a du charisme en public, qui sait attirer l'attention, détourner l'attention du bon médecin même. Il est deux situations qui posent un grand problème aux médecins de la collection hippocratique. La première situation, c'est l'accès aux patients lorsqu'on va visiter le malade. Lorsqu'une personne était malade à cette époque-là, elle était visitée par des médecins qui proposaient ces services. Et vous imaginez que plus la bourse du malade était pleine et plus vous aviez de monde autour. Le médecin de la collection hippocratique doit donc, bon gré mal gré, étudier la rhétorique pour déjouer les pièges des charlatans et montrer que lui a un savoir véritablement efficace. Le second cas de figure qui pose problème, c'est l'élection du médecin public. À cette époque-là, dans certaines cités, vous aviez un médecin public qui était élu par l'Assemblée des citoyens. Or, il fallait évidemment toucher sa bille, il fallait évidemment être bon dans le domaine de la médecine, mais pas que. Vous comprenez que la rhétorique a un grand rôle dans l'élection du médecin public. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir été assez patient, et si vous voulez vraiment m'aider, eh bien, partagez simplement la vidéo et parlez-en autour de vous.